Burovesnik, Sarmat, Kinzil, Poseidon, Avangar, Peresvet, Ariachnik. Officiellement, ce sont les super-armes prétendues de la Russie. Présentées comme des armes nouvelle génération, sauf l'Ariachnik, capables de transporter et délivrer des ogives nucléaires stratégiques d'une façon que l'OTAN ne peut actuellement contrer. Ces armes visent à intimider l'Occident et à dissuader toute intervention accrue en Ukraine ou confrontation avec la Russie. Le manque de preuves sur leur utilisation et leur capacité pousse certains experts occidentaux à douter de leur efficacité et même de leur existence. Ces armes pourraient-elles n'être qu'un grand bluff du président russe Vladimir Poutine? Une menace que l'on pourrait balayer d'un revers de main sans trop s'en soucier? Ou bien cette vision est-elle l'expression d'une arrogance des plus dangereuses? Examinons les preuves pour le découvrir. Le bluff sur les super-armes pour dissuader une agression de l'OTAN était une pratique courante de l'Union soviétique, surtout dans les années 1950 et 1960. Dans un exemple célèbre, les soviétiques ont sorti d'énormes missiles lors d'un immense défilé militaire sur la place Rouge en 1965, tandis que les commentateurs de la radio soviétique avertissaient de façon inquiétante qu'il n'y avait aucune limite à ce que ces missiles pouvaient faire. La révélation de ces armes effrayantes a fait la une mondiale et suscité une vive consternation en Occident. Mais peu de gens savaient qu'il n'y avait en réalité aucune arme ce jour-là, seulement des leurs. Comme l'a révélé l'ancien président du KGB, Vladimir Semichoussny, dans ses mémoires, les missiles étaient simplement des faux, un peu comme un village Potemkin, et ils n'avaient absolument aucune capacité à voler. Les modèles tirés par les tracteurs n'étaient pas des missiles, c'étaient des répliques. Il a aussi reconnu que cette tromperie était courante. Les soviétiques maintenaient les États-Unis dans l'incertitude sur les capacités réelles de la Russie pour les dissuader d'attaquer. Est-ce également possible pour les super-armes actuelles de la Russie? Nous avons des rapports de sources occidentales confirmant que certaines de ces armes ont été utilisées ou testées en Ukraine. Donc elles ne sont pas complètement fausses. Pour d'autres, nous ne disposons pratiquement que des déclarations de Poutine et de hauts gradés militaires russes. Le Burovesnik ou SSCX-9 Skyfall est un missile de croisière nucléaire à ogive nucléaire, réputé pour sa portée illimitée. Il est conçu pour échapper aux défenses antimissiles en volant à basse altitude grâce à un réacteur nucléaire compact révolutionnaire. Moscou affirme qu'il est invisible au radar grâce à son profil de vol rasant le terrain et à sa trajectoire balistique imprévisible, rendant son interception extrêmement difficile. En octobre 2025, Poutine a annoncé la fin des tests, confirmés par des observateurs norvégiens, et a affirmé que ce système d'armes est unique, aucun autre pays n'en disposant. Le missile avait été annoncé avec une portée de plus de 10 000 km capable de transporter une ogive nucléaire et atteindrait une vitesse de croisière de Mach 8 à 9. Cependant, lors du dernier essai, le missile aurait parcouru une distance de plus de 14 000 km au cours d'un vol de 15 heures. Si ces rapports sont vrais, et que le mini-réacteur nucléaire censé alimenter le missile fonctionne comme ils le prétendent, le missile représente certainement un système que, du moins pour l'instant, l'Occident ne peut pas égaler. Les États-Unis. Cependant, l'Occident, pourtant leader en technologie militaire, n'a pas conçu de missiles de croisière à propulsion nucléaire comparable. Il est en train de développer des missiles de croisière hypersoniques à longue portée et à armement conventionnel, comme l'Air-to-Ground Missile 183A AR-RW et le Hypersonic Attack Cruise Missile ou Hypersonic Attack Cruise Missile, conçus pour une grande portée et survivabilité. Cependant, comme le Buravesnik, ils ne sont pas à propulsion nucléaire, et aucun système occidental n'égale ses capacités. Le Kinzhal ou KH-47M2 DAG est un missile balistique aéroporté atteignant Mach 10 et réalisant des manœuvres d'évitement durant son vol. Il est lancé depuis des chasseurs Mikoyan Gourevitch 31K modifiés et aurait une portée allant jusqu'à 2000 km. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non?
Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Le missile peut transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires, et il ne fait guère de doute que des variantes équipées d'ogives conventionnelles ont été largement utilisées en Ukraine. Les Russes affirment qu'il est hypersonique, bien que certains experts ont émis des doutes à ce sujet, disant qu'il ne possède pas toutes les caractéristiques d'un véritable missile hypersonique. Les Russes affirment également qu'il est presque impossible à abattre, une affirmation que l'Ukraine réfute fermement. En fait, depuis 2023, l'Ukraine affirme régulièrement avoir abattu des missiles Kinzhal, avec au moins 15 signalés comme abattus à la fin de 2023. Cependant, hormis des débris d'un missile abattu non confirmé comme étant un Kinzhal, il semble manquer de preuves concrètes pour soutenir ces affirmations. En novembre 2025, l'unité Nightwatch d'Ukraine a déclaré que son système de guerre électronique lunar avait fait tomber au moins 21 missiles Kinzhal, tombés sans danger dans des champs, en utilisant une technique appelée le spoofing. L'Ukraine pirate le système de guidage satellite russe GLONASS, équivalent du système de positionnement global qui dirige le Kinzhal en changeant les coordonnées. Ainsi, il atterrit ailleurs, dans un endroit inoffensif, encore une fois. À part quelques images de débris présentées comme provenant de Kinzhal égarés qui ont atterri sans danger, il existe peu de preuves concrètes permettant de vérifier ces affirmations. L'Ukraine dit avoir abattu au moins un missile Zircon. Des débris retrouvés suggérant fortement qu'il s'agissait bien d'un Zircon, même si ce n'est pas concluant. Le Zircon n'a clairement pas été utilisé aussi massivement que le Kinzhal, déjà employé avec parcimonie. Comparé aux missiles Iskander-M russes et à ses analogues, Gérin 2 et Gérin 3 du Shahad 136 iranien. Le Zircon, ou 3M22, est un missile de croisière hypersonique lancé depuis la mer, doté d'un moteur scramjet et pouvant atteindre Mach 9. Il est conçu pour être lancé depuis des navires de surface et des sous-marins, et est principalement destiné à cibler les forces navales ennemies et les installations côtières. La Russie aurait utilisé des Zircons pour frapper l'oblast de Sumy, au nord de l'Ukraine. Techniquement, l'Air-to-Ground Missile, un 183 Air Refueling Wing et le Hypersonic Attack Cruise Missile sont des systèmes de missiles occidentaux, comparables en puissance de feu, en déploiement, en méthode et en fonction au Kinzhal et aux Zircons, respectivement. Cependant, comme ces deux systèmes américains sont encore en développement et semblent loin d'être produits en série, la Russie possède déjà les missiles Kinzhal et Zircon en service et en production, sans équivalent opérationnel en Occident. Les affirmations de l'Ukraine sur sa capacité à les abattre reposent surtout sur la confiance envers ses autorités et des sources occidentales anti-russes. La destruction massive que ces missiles provoquent, lorsqu'ils ne sont pas abattus, est évidente. Avec ces trois soi-disant super-armes, le Buravestnik, le Kinzhal et le Zircon, même en doutant de leur capacité, il ne fait guère de doute qu'elles existent. Pour les trois autres, leur existence repose surtout sur les déclarations de Poutine et d'autres dirigeants russes, et sur l'ancien schéma technique et un extrait vidéo daté. Le RS-28 Sarmat, ou SSX-30, est un missile balistique intercontinental, lourd à carburant liquide, pouvant transporter des ogives nucléaires, conçu pour remplacer les systèmes Ouragan, 100N, UT, TX et RS-26. Roubier. La Russie affirme qu'il est capable de transporter plusieurs véhicules de rentrée indépendamment ciblables, ou véhicules à rentrée multiples et à têtes indépendamment guidées, et qu'il a une portée supérieure à 18 000 km, ainsi qu'un poids au lancement de plus de 208 tonnes. Le SARMAT vise à assurer la capacité de représailles de la Russie, et constitue un élément clé de son arsenal stratégique.
Vladimir Poutine a annoncé en février 2024 que les premiers SARMAT produits en série avaient été livrés aux troupes, avec des plans pour les présenter dans les zones de déploiement. Des images satellites et des rapports de défense montrent un essai raté du SARMAT en septembre 2024 au cosmodrome de Plesetsk, provoquant la destruction du lancement. Silo, les autorités russes étant remarquablement silencieuses sur les résultats de l'essai. Il est donc tout à fait possible que le Sarmat soit un autre missile géant russe effrayant. Un bluff digne du manuel soviétique. Mais si ce n'est pas un bluff, comme pour les armes précédentes évoquées, l'Occident n'a pas de concurrent direct. Tôt ou tard, le LGM 35A Sentinel des États-Unis, destiné à remplacer ses anciens missiles balistiques intercontinental Minuteman, 3 sera prêt à être déployé. Comme le Sarmat, il est conçu pour la dissuasion nucléaire à longue portée, la survie et pour contrer les systèmes antimissiles, les MERV, et les capacités de manœuvre avancées. Cependant, jusqu'à ce que cela se produise, en supposant que le Sarmat existe réellement, il offre également à la Russie un avantage stratégique que l'Occident ne peut pas égaler pour le moment. Au moins, cet essai raté montre que le Sarmat est en développement, bien qu'il ne soit pas encore en service. Ce n'est pas le cas pour la Vanguard, le véhicule planant hypersonique. Le système serait opérationnel depuis 2019, une vidéo d'essai ayant été publiée par le ministère russe de la Défense en 2021. Poutine a confirmé son statut dans son discours de 2024. Cependant, aucun essai physique récent n'a été confirmé de manière indépendante. Les Russes présentent l'avant-garde comme une arme stratégique inédite capable de percer tout système de défense antimissile. Il s'agit d'un planeur hypersonique doté d'une ogive nucléaire ou conventionnelle, transporté par des missiles balistiques intercontinentales comme le Sarmat et le RS-26 Roub. Il pourrait atteindre Mach 20, soit environ 6 miles par seconde, et réaliser des manœuvres brusques et imprévisibles, ce qui le rend très difficile à intercepter. Encore une fois, si l'avant-garde est réellement opérationnelle, déjà déployée et prêt à agir comme l'affirme Poutine, cela donnerait à la Russie un avantage stratégique que l'Occident ne pourrait égaler. Mais dans ce cas, les États-Unis ne sont pas loin derrière. L'arme de frappe conventionnelle hypersonique, ou Hypersonic Conventional Strike Weapon, ainsi que l'arme hypersonique avancée, ou Advanced Hypersonic Weapon, qui font partie des efforts de recherche et développement hypersonique du département de la défense des États-Unis, sont en plein développement. Lorsqu'elles seront prêtes, elles offriront des capacités similaires ou supérieures à celles théoriquement offertes par l'avant-garde. On ne peut pas en dire autant du véhicule sous-marin sans pilote extra large Orca de Boeing, ou Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, qui est l'arme en développement la plus comparable à l'ouest au Poséidon russe. Le Poséidon, aussi appelé Status 6 ou Canyon. Si cela fonctionne comme annoncé, c'est une arme à la fois révolutionnaire et terrifiante. C'est un véhicule sous-marin sans pilote, à propulsion nucléaire, doté d'une ogive nucléaire, conçue pour atteindre 240 km/h et plonger jusqu'à 1000 mètres. La Russie affirme qu'il utilise le même mini-réacteur que celui qui alimente le Bouraviesnik, qui est très furtif et presque impossible à détecter. Il peut transporter une ogive thermonucléaire, allant jusqu'à 100 mégatonnes, capable de générer une vague de tsunami pouvant atteindre 500 mètres de hauteur. L'idée est qu'il pourrait être discrètement placé dans un port ou un estuaire ennemi, y rester longtemps, puis être déclenché pour provoquer un tsunami radioactif rendant de vastes zones intérieures inhabitables. Le Poséidon, arme de dissuasion ultime, doit être déployé sur des sous-marins spécialisés comme le projet 09852 Belgorod et le projet 09851 classe Abares. Nous entendons parler de lui depuis des années, et avons déjà vu des schémas techniques et une vidéo de ces essais. Un Poséidon opérationnel n'a pas encore été observé, bien que la Russie ait déclaré en octobre 2025 qu'il avait été testé avec succès et serait bientôt déployé en série. Boeing ayant livré le premier Orca fin 2023, les États-Unis sont sans doute bien en avance sur la Russie dans le développement de leur super-arme sous-marine. Cependant, l'Orca n'est ni à propulsion nucléaire, ni conçu pour transporter des ogives nucléaires. Il n'est donc pas un analogue direct. Donc, si Poséidon est un produit de la réalité et non de la fiction, il représente une autre menace stratégique à laquelle l'Occident ne peut pas répondre. Du moins pas encore. Les États-Unis sont également sur les talons,
voire même en avance sur la Russie en ce qui concerne le système laser russe Peresvet. D'autres pays, comme la Chine, l'Iran et certains membres de l'OTAN, travaillent aussi sur des systèmes similaires. Le Peresvet serait un système d'armes laser à haute énergie monté sur camion au sol. Déclaré opérationnel le 1er décembre 2018 et apparemment déjà en service actif de combat. Il vise à neutraliser ou détruire des drones à basse altitude, des capteurs électro-optiques et potentiellement de petits avions ou satellites. Une vidéo du ministère russe de la Défense en 2018 montre une unité militaire utilisant au moins 2 lasers de combat Peresvet, avec des véhicules de commandement et de soutien. Le système laser monté sur tourelle est montré en mouvement, mais il n'y a aucune séquence, ni réelle ni générée par ordinateur, de l'arme à énergie dirigée en fonctionnement pour donner une idée de ses capacités. La puissance exacte et les paramètres restent classifiés, mais le concept est similaire au système d'armes laser en développement aux États-Unis. Des systèmes comme le laser tactique à haute énergie, ou Free Electron Laser et le démonstrateur mobile à haute énergie laser, ou High Energy Laser Mobile Demonstrator sont en cours de développement. La marine américaine a déjà déployé le laser Helios doté d'un éblouisseur optique et d'un système de surveillance sur ses destroyers Harrisburg. Parmi toutes les super-armes russes prétendues, celle-ci est la moins impressionnante. Elle n'est pas une menace nucléaire, et les États-Unis ont déjà égalé, dépassé ou approché ses capacités. Ensemble, ces soi-disant super-armes permettent de lancer des frappes nucléaires depuis la terre, les airs, la mer et via une plateforme laser. Le controversé Aryaknik pourrait aussi permettre des frappes avec des ogives conventionnelles, qui brûlent à des températures extrêmes à des distances moyennes, n'importe où en Europe, et à des vitesses hypersoniques, causant des dégâts comparables à une arme nucléaire tactique, mais sans la radiation. Les annonces d'octobre 2025 par Poutine et le chef d'état-major Valery Gerasimov indiquaient que le Bouraveznik et le Poséidon avaient été testés avec succès, et séparément, que l'Aryachnik était entré en production en série et était en cours de déploiement. Pour certains observateurs, l'envoi vers la Biélorussie a été perçu comme une menace montrant l'intention de la Russie de les utiliser. Cependant, pour d'autres, le véritable objectif de ces annonces était avant tout une manœuvre politique. À la mi-novembre à Kiev, le secrétaire de l'armée américaine Dan Driscoll a présenté une évaluation sombre aux responsables ukrainiens. Les troupes ukrainiennes étaient dans une situation critique et allaient subir une défaite imminente face aux forces russes, selon 2 sources citées par NBC News. Driscoll aurait aussi affirmé que les Russes intensifiaient leurs attaques aériennes et pouvaient poursuivre le combat indéfiniment. La situation pour l'Ukraine ne ferait qu'empirer avec le temps, a-t-il poursuivi. Il valait mieux négocier la paix maintenant que risquer une position plus faible plus tard. La délégation américaine a aussi informé les Ukrainiens que l'industrie de défense des États-Unis ne pouvait plus fournir à l'Ukraine armes et systèmes de défense aérienne au rythme requis pour protéger le pays. Sans le soutien militaire des États-Unis, qu'il soit en aide ou acheté par les Européens, la situation de l'Ukraine se détériorerait sûrement rapidement. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques et gazières ukrainiennes ont détruit le réseau du pays. Juste avant l'arrivée de ce qui s'annonce comme une situation particulièrement froide et difficile. Malgré tous les efforts pour masquer les fissures avec des récits héroïques et des coups de communication en brandissant le drapeau, il est clair que les défenses ukrainiennes craquent de partout. Du nord à Kupiansk jusqu'au sud à Huliaïpol, les troupes russes ont même pénétré dans la forteresse de Sviersk, jugée imprenable depuis fin 2022 selon le Kiev indépendant et d'autres sources. L'effort de guerre russe en Ukraine stagne et le soutien à Kiev persiste. Mais les experts estiment que ces annonces ont surtout un objectif politique. Georges Barros, de l'Institut pour l'étude de la guerre, a indiqué au journal que la récente promotion de ces armes par Poutine relève d'un effort de guerre cognitive. Elle vise à susciter la peur pour influencer les décisions des pays occidentaux sur la Russie et l'Ukraine, et créer des préjugés exploitables par les Russes, plus tard. Barros et d'autres experts estiment que ces armes servent surtout à faire pression sur l'Occident, en suscitant la peur d'une escalade pour remettre en question son soutien à l'Ukraine. Le message est que si l'Occident poursuit l'escalade en Ukraine, cela aboutira à un échange nucléaire incontrôlable. Selon Barros, la capacité de combat de la Russie est limitée.
Elle ne peut gagner la guerre en Ukraine si la coalition internationale reste forte. Donc, Poutine dépend du fait que nous nous retirions de notre rôle de soutien, en nous inquiétant des risques d'escalade et des craintes nucléaires. L'administration Trump prend clairement ses distances avec une forte implication en Ukraine. Et la capacité douteuse de l'Europe à continuer d'armer l'Ukraine, ou à fournir les quantités énormes nécessaires pour maintenir l'État ukrainien fonctionnel, il est discutable de savoir à quel point ce soutien international est encore solide. Cela dit, aucun des experts interrogés par le Kiev indépendant ne craint un échange nucléaire généralisé en Ukraine elle-même, en tant que puissance non nucléaire, car il est actuellement pratiquement impossible de voir comment l'Ukraine pourrait représenter le type de menace pour la Russie qui déclencherait sa doctrine nucléaire. La Russie a peu de raisons d'utiliser des armes nucléaires stratégiques à pleine puissance contre l'Ukraine, mais pour certains, comme Enkit Panda, chercheur principal au programme de politique nucléaire de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, cela reste une possibilité. La montée en puissance de ces armes par Vladimir Poutine augmente effectivement le risque que la Russie utilise des armes nucléaires tactiques, moins puissantes, mais meurtrières et dévastatrices. La véritable inquiétude, c'est que la situation sur le terrain, entre l'Ukraine et la Russie, ou entre l'OTAN et la Russie, puisse mener à un scénario où l'on assisterait réellement à la première utilisation de ce qu'on appelle des armes nucléaires non stratégiques ou tactiques. Panda a déclaré au Kiev Independent qu'une frappe nucléaire tactique déclencherait une série d'événements menant à une escalade vers une guerre nucléaire stratégique. Mais même dans leur rôle de menace, Barrot soutient que, d'un point de vue stratégique plus large, ces soi-disant super-armes ne changent pas fondamentalement la logique de la dissuasion nucléaire. Depuis la guerre froide, la doctrine de la destruction mutuelle assurée, ou destruction mutuelle assurée, la crainte d'une riposte assurée a dissuadé les grandes puissances de lancer une première frappe nucléaire. Si la dissuasion échoue, nous aurons des problèmes bien plus graves que ce que la Russie pourrait faire en Ukraine, a affirmé Panda. D'autres experts interrogés par le Kiev indépendant écartent aussi la menace de ces armes. Pavel Podvik, un expert en armement nucléaire basé à Genève et directeur du projet de recherche sur les forces nucléaires russes, affirme cela. Le Bouraveznik fonctionne comme un missile de croisière classique, et peut donc être abattu comme n'importe quel autre missile de croisière. Les missiles de croisière peuvent être interceptés. S'il est subsonique et vole 10 à 15 heures, vous avez le temps de le détecter, a-t-il déclaré au Kiev indépendant. Bien que techniquement unique, Podvik estime que la faible valeur militaire de ce système explique pourquoi aucun autre pays n'a tenté d'en construire un similaire. C'est surtout parce que l'utilité militaire d'un tel système est assez faible, a-t-il déclaré. De même, Dmitri Gorenberg, du Centre fédéral de recherche pour l'analyse navale, a remis en question les prétendues capacités de furtivité de Poséidon. Il est soumis aux mêmes limitations que les autres systèmes sous-marins. Il n'est ni silencieux ni invisible, a-t-il déclaré, selon le Kiev Independent. Ce qui unit les deux systèmes, c'est aussi ce qui les rend controversés. Ils sont fortement politisés, ambitieux et militairement discutables. Podvik, Gorenberg et Barros s'accordent à dire qu'ils existent surtout comme message politique. La valeur principale de ces armes est désormais de faire pression sur l'Occident pour qu'il revoie son soutien à l'Ukraine, en suscitant la crainte d'une escalade. Ont-ils raison ? Est-ce que toutes ces soi-disant super-armes ne sont qu'une incarnation moderne du bluff des missiles géants soviétiques ? Une tentative désespérée de la Russie en échec pour inciter l'Occident à rester prudent envers elle ? Ou bien des opinions comme celle-ci ne sont-elles qu'une tentative de minimiser le danger ? Ces armes augmentent les enjeux en Ukraine et en Occident d'une façon que l'Occident ne peut actuellement égaler. Le temps le dira. Nous suivrons de près les actualités sur ces armements et d'autres armes avancées de la Russie. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications si vous voulez rester informé.